Voilà encore un hors-série, on va vous présenter un chroniqueur invité qui va nous parler pixels. Vous aviez déjà découvert un chroniqueur invité il y a quelques semaines maintenant pour parler de Fairphone et d'iPhone. C'était Stuff. Et puis ici, on en a un autre chroniqueur invité. On avait dit qu'on ferait ça de temps en temps. Il s'agit de David. Bonjour David. Tu te trouves actuellement, il faut être précis, à Bangkok. Dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu? On voit déjà, ceux qui ont l'image peuvent constater que tu as l'habitude de traiter, entre guillemets, du fer à souder et de l'oscilloscope. Oui, je vis à Bangkok depuis 8 ans, je suis belge, je travaille dans l'informatique principalement, mais je me suis mis il y a quelques années à l'électronique, à l'impression 3D et un peu tout ce qui est technique. Oui. Alors quand tu dis un peu technique, c'est-à-dire que vous, quand vous vous mettez chez vous à l'impression 3D, vous achetez une imprimante 3D et vous la branchez dans la prise et puis vous lisez le manuel. Lui, il fabrique l'imprimante 3D. Quand on voit les drones sur sa table, il n'a pas acheté les drones, il a fabriqué les drones. Donc voilà, c'est un peu technique, il est très technique, notre ami. Il est modeste aussi. Il est très modeste par la même occasion. Pour parler, justement, tiens, vous l'avez reconnu, bien sûr, Sébastien et des nôtres pour éventuellement poser des questions lors de cette présentation, puisque le principe du chroniqueur invité, c'est qu'il vient avec un sujet. Ici, il est question de parler pixel, parce que c'est vrai qu'un pixel n'est pas l'autre, David. Voilà, tout à fait. En fait, c'est un sujet sur lequel je traite souvent avec beaucoup de personnes, parce que il y a beaucoup de misconceptions entre le marketing qui parle de pixels, qui parle de haute définition, qui parle de senseurs 5 millions de pixels, 15 millions de pixels et tout ça. Et donc, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village et un peu expliquer quelles sont les différences dans 3 domaines qui sont les écrans, qui sont les caméras et qui sont les imprimantes. Oui, parce que là aussi on parle de pixels en termes de précision d'impression. Voilà. On va commencer peut-être par les écrans, ce qui nous touche tous. Voilà. Pour les écrans, on donne en général maintenant une résolution. On dit que c'est du Full HD, on dit que c'est de l'Ultra HD, que c'est du HD. Avant, c'était la SD simple. Et donc, ça définit le nombre de pixels dont l'image est composée. Par exemple, ici une illustration. Hop. Donc la simple définition ici est indiquée à 720 pixels, donc 720 points en horizontal fois 480 en vertical. En fait, ça c'est pour le NTSC aux États-Unis. En Europe, c'est 576 en vertical. Le Full HD qui est 1920 x 1080 pixels et on peut voir le Quad HD qui est l'Ultra HD qui est maintenant mis en publicité un peu partout et le 4K qui est dans les cinémas et ça donne un peu une comparaison du nombre de pixels des images les unes par rapport aux autres. 4K, on dit à tort ou à raison que c'est 4 fois la HD, c'est ça? 4K, c'est parce que c'est 4096 pixels en horizontal. D'accord. En fait, c'est dans les 8 millions de pixels. Ok, ça va. Très bien. Ça, c'est important, évidemment, quand on achète une télévision, un moniteur, etc., de savoir quelle est, évidemment, la meilleure définition qu'on peut avoir. Qu'est-ce que ça induit au niveau de la définition même de l'image? Parce que, finalement, au nombre de pixels, plus on agrandit l'écran, plus on a besoin de pixels, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux? Exactement. En fait, ça ne sert absolument à rien d'avoir un écran de 80 cm avec de l'Ultra HD, parce que la rétine humaine est tout à fait incapable de discerner les pixels.
Et la résolution de l'écran, pour en profiter, il faut avoir un écran très grand, donc un Ultra HD. Il faut compter, je sais pas. Ça dépend aussi de la distance à laquelle on se met à l'écran. Si on a le nez sur l'écran, c'est tout à fait différent. C'est comme un smartphone, par exemple. Un smartphone, si on est myope et qu'on a le nez à 10 cm dessus, on verra plus vite les pixels et on appréciera d'avoir une très haute résolution sur son smartphone par rapport à si on le mettait à 30 cm. Quand on avait une vieille télévision avec un tube cathodique et qu'on regardait de trop près la télévision, non seulement on se faisait engueuler par les parents, mais en plus là on les voyait, on voyait ce qu'on appelait des pixels, mais ce qu'on appelle aujourd'hui des pixels, mais c'était juste les trois couleurs fondamentales qui clignotaient dans l'image. Je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais surtout parler des technologies LED et OLED. Les écrans cathodiques, c'était un peu différent parce que il y avait une matrice de phosphore, donc des trois couleurs rouge, vert et bleu qui étaient sur l'écran, et un balayage qui se faisait, mais le balayage n'était pas hyper précis. D'ailleurs, beaucoup de télévisions avaient tout un tas de réglages derrière pour ajuster la taille horizontale, verticale, le trapézoïde, le focus et tout ça, et les pixels n'étaient pas vraiment bien définis comme ils le sont sur du LCD. Donc par exemple, je vais montrer donc une illustration, donc pour montrer un peu à quoi ça ressemble vu de très très près une matrice d'un écran télévision RGB. Donc on voit que c'est tout un arrangement de sous-pixels rouge, vert et bleu. Et en fait, un pixel est défini par un groupe de un rouge, un vert et un bleu, qui peut varier chacun en intensité, ce qui permet de donner toutes les couleurs dont on a besoin. Est-ce qu'il y a des plages de couleurs qui sont pas du tout, malgré la précision ici, qui sont pas du tout affichables dans l'image puisque là on joue quand même avec trois couleurs et trois dosages, on va dire, de couleurs différentes. Est-ce qu'il y a à un moment donné une plage chromatique qui n'est pas du tout exploitable ? Oui, exactement. Il y a, c'est ce qu'ils appellent le gamut. Il y a une limite à la possibilité de rendre certaines couleurs. Et bon, certains écrans, certaines technologies permettent d'avoir une plus grande réponse de couleurs, mais je dirais que pour le commun des mortels, on y voit que du feu. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être difficile, avoir l'œil aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les télévisions, Sébastien ne nous contredira pas, quand on voit quelqu'un à la télévision, on sait qu'il est blanc ou qu'il est jaune ou qu'il porte des vêtements de telle ou telle couleur, alors qu'avant, c'est vrai qu'il y avait des fois des doutes, en fonction du réglage de la télévision, on pouvait confondre un type avec une chemise orange et une chemise rouge, quoi. Ça dépend si tu étais en train de regarder Michel Leb ou un truc. Voilà. Ça dépend ce que tu regardes. Là, je comprends. Non, mais c'est vrai que ça, par contre, ça s'est bien amélioré avec le temps. Et, oui, Michel Leb, on ne le voit plus. S'il est de retour, il paraît. Enfin bref. Ah merde. Mais c'est vrai que là, il faut être vraiment difficile maintenant sur la qualité de l'image. Toutes les dalles, tous les écrans qu'on nous propose sont quasiment tous dans les mêmes normes. Alors après, c'est peut-être aussi une question de goût. C'est possible aussi. Oui, c'est aussi une question que maintenant on passe à du tout digital. Ce n'est plus comme les signaux analogiques dans le passé qui pouvaient poser des problèmes en effet de couleurs, des couleurs qui étaient brûlées, dont le rouge particulièrement. Donc toute cette problématique a disparu avec l'ère du digital et permet d'avoir une image qui est bien nette, qui est bien carrée, qui n'est pas déformée. Ça, c'est une grosse évolution. Il n'y a pas de fantômes, on appelait ça des fantômes avant, je me rappelle, sur les télévisions analogiques à tube cathodique, on avait effectivement ces désynchronisations qui faisaient qu'on avait l'impression d'avoir un fantôme dans l'image. Voilà. On peut toujours avoir des images fantômes sur une télévision LED si on a un tuner analogique derrière qui reçoit la télé analogique. Mais je pense que ça a disparu à peu près partout en Europe. Oui. Et ici en Thaïlande aussi, maintenant ils sont passés aussi à la DVB-T, au bouquet numérique. Donc c'est aussi tout digital maintenant ici. Non, on n'a plus d'émetteurs analogiques en télévision en Belgique ni en France d'ailleurs. On est passé à la TNT en France.
l'ambiance et voilà. Ici, ça va pas tarder non plus. Ok. Alors, je vais poursuivre donc toujours sur les écrans de smartphone, parce que là il y a une petite différence, c'est que Samsung a introduit avec ses écrans Super AMOLED, ça a commencé en fait avec le Nexus One qui a été le premier à avoir un écran AMOLED, et ils utilisent une matrice qui est différente. Alors ça, c'est l'illustration suivante. Où on voit que plutôt que des petits rectangles verticaux, on a une succession de rectangles, de lignes. C'est différents types de formes en fonction de la couleur, en fait. En fait, si on remarque bien, au-dessus à gauche, donc on a des pixels qui sont composés de sous-pixels rouge, vert et bleu. Ouais. Rouge, vert, bleu, vert, bleu. Enfin bon, ici c'est bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Ouais. Par contre, pour ce qui est d'une matrice de type AMOLED comme le Nexus One et le Galaxy S3, ainsi que les suivants, on a un rouge, un vert, un bleu, un vert, un rouge, un vert, un bleu, un vert. En fait, on a 2 fois plus de sous-pixels verts que de sous-pixels rouges et bleus. Et en fait, un pixel n'est pas composé de 3 composants, mais de 2. Ce qui fait que on n'a pas réellement la même qualité d'image que si on avait réellement 3 sous-pixels. Alors on peut voir l'illustration en bas où on compare le Galaxy Note 2 qui lui avait une matrice AMOLED mais avec 3 sous-pixels distincts et le type Pentile, c'est comme ça qu'il l'appelle. On peut voir qu'il y a quand même une nette différence et c'était très visible sur le Nexus One et sur le Galaxy S3. Par contre, à partir du Galaxy S4, ils ont fortement augmenté la densité et donc c'est devenu nettement moins facile à voir la différence. Et ils sont passés aussi à un nouveau type de matrice qui s'appelle le Diamond Pentile, donc le Pentile diamant, qui est l'illustration au-dessus à droite et qui est toujours composé de 2 fois plus de vert que de bleu ou de rouge. Il y a plus de vert, mais j'ai l'impression, alors c'est peut-être mes yeux, hein. C'est possible. Est-ce que le pixel vert, enfin la partie verte n'est pas plus petite que le rouge et le bleu en superficie? J'ai l'impression que ça donne... Oui, elle est plus petite, bien sûr, pour compenser. Voilà. Mais par contre, ça n'empêche pas le souci que un pixel n'est pas entièrement, n'est pas défini pleinement. Et donc, il y a un algorithme assez complexe qui doit, pour rendre une image RGB standard sur un écran Pentile, calculer la manière la plus optimale de l'afficher sur ce genre de matrice. Ça, c'est pour les écrans. Je pense qu'on a fait le tour des écrans. Évidemment, ça, je savais pas, ça, toutes ces histoires d'AMOLED. Je sais pas, Sébastien, toi, qui connais tout. Non, moi non plus. Je suis content, j'apprends, j'écoute. Et c'est toujours la techno qu'ils utilisent aujourd'hui sur S7, 8 compagnie ou... Oui, tout à fait. Le Galaxy S8 utilise toujours une matrice Super AMOLED en Pentile Diamond. D'accord. C'est sympa. Ok. Bon, on avait dit qu'il n'y avait pas que ça, hein. Il n'y avait pas que les écrans, il y a également ce qui permet de faire des images, les caméras, qui ont aussi, on exprime aussi un certain nombre de pixels, mais c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Voilà, tout à fait. Les caméras, là, c'est une histoire tout à fait différente. Et je parle aussi bien de caméras, de webcam, d'appareils photo numériques, d'appareils photo intégrés au smartphone, de caméras vidéo. Alors, on donne toujours un nombre de pixels. Voilà, c'est un senseur 2 millions de pixels, 3 millions de pixels, 5 millions de pixels, 10 millions, 15 millions. Il y a une grosse différence, c'est que, mis à part un cas particulier que je mentionnerai après, en fait, les senseurs qui sont dans toutes ces caméras ne voient pas les couleurs. Donc, ce sont des senseurs qui ne voient que l'intensité des couleurs. Donc, ce sont des senseurs monochromes. Alors, voilà, je vais montrer une illustration.
Alors, afin de pouvoir enregistrer les couleurs, ce qu'il y a, c'est que au-dessus donc de la matrice des senseurs pixels, on met un filtre qui s'appelle un filtre Bayer, qui est en fait un filtre qui se compose de pixels verts, bleus et rouges. Et tout comme le Pentile qu'on a vu avant, en général, il y a 2 fois plus de vert que de rouge et de bleu. D'accord. Et si on a un senseur, par exemple, de 2 millions de pixels, 2 millions de pixels, c'est l'équivalent d'une image Full HD. En fait, on n'a pas 2 millions de pixels en couleur plane, mais on a 1 million de pixels verts, on a 500 000 pixels bleus et 500 000 pixels rouges. Okay. Ce qui veut dire que un senseur 2 millions de pixels n'est pas capable de rendre une image 2 millions de pixels sur un écran TV réel. D'accord. Il faut avoir en général 2 à 3 fois plus de pixels sur le senseur que la résolution effective qu'on veut avoir. Donc une autre petite illustration qui montre comment ça fonctionne. Donc voilà, on a le senseur là à la base qui est c'est en anglais, donc c'est un senseur qui ne voit pas les couleurs, donc il convertit la lumière en électricité, qui permet de senser l'intensité de la lumière. Au-dessus de ça, on a un filtre de couleur qui laisse seulement la couleur voulue, donc le rouge, le vert ou le bleu, aller jusqu'au senseur. Et il y a un filtre qui bloque les infrarouges au-dessus, parce que les infrarouges vont en quelque sorte brûler les couleurs. Et d'ailleurs, c'est une petite modification intéressante à faire. C'est sur les webcams bon marché, il y a moyen assez facilement de retirer le filtre infrarouge et de transformer une webcam en caméra infrarouge à faible coût, en mettant simplement dessus un filtre qui ne laisse passer que les infrarouges. On peut trouver ça pour les appareils photo. Voilà, le bricoleur a parlé. Donc, si ça fonctionne très bien. Bah oui, j'imagine. Finalement, on nous vend des caméras infrarouges, ça coûte un bras, et en fait, c'est une webcam à la con en laquelle on a retiré le filtre. C'est ça que tu essayes de nous dire. Non, pas tout à fait. Il y a 2 choses différentes. Il y a les caméras infrarouges, donc qui voient de l'infrarouge proche, ce qu'on peut avoir donc avec une webcam bricolée. Mais par contre, pour ce qui est d'une photographie thermique, là c'est très cher. Et là, ça va jusqu'à des longueurs d'onde très très grandes, et ça on ne peut pas bricoler une webcam et la transformer en caméra qui visualise la chaleur. Parce qu'on avait parlé de ça avec Sébastien, je te coupe 2 secondes, mais on avait... tu te rappelles, Sébastien, tu nous avais fait un test d'un accessoire pour iPhone, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui permettait de transformer son iPhone en caméra thermique, tu te rappelles? Oui, c'était pas pour iPhone, c'était pour Android, mais ça existait pour iPhone aussi, oui. Et tu avais effectivement une caméra thermique. Ok, donc, la suite. La suite, donc il y a une petite exception que je veux juste mentionner, c'est qu'il y a des systèmes de caméras avec des senseurs qu'ils appellent 3CCD, où là en fait on a réellement la pleine résolution des senseurs, parce qu'en fait la lumière est séparée par un prisme en rouge, en vert et en bleu, et il y a 3 senseurs, donc ça c'est une exception, mais bon, on ne retrouve ça ni dans les smartphones, ni quasiment nulle part, parce que c'est nettement plus économique d'avoir un senseur de 20 millions de pixels pour donner une image de 5 que d'avoir 3 senseurs, un prisme. Il faut qu'ils soient alignés au micron près. Voilà, c'était juste la petite exception que je voulais mentionner. Tri-CCD, c'est ce qu'on trouve dans les caméras broadcast, qu'on trouvait en tout cas dans les caméras professionnelles, etc. Donc on avait besoin de plages chromatiques beaucoup plus larges, et donc du coup c'était peut-être plus facile, entre guillemets, si on n'a pas de limite de prix évidemment, on peut se permettre n'importe quelle fantaisie. On a fini, je pense, avec les caméras, on a bien compris. On peut passer alors là, c'est effectivement, quand tu as dit on va parler pixels, mais donc on va parler aussi imprimante, ça m'a quand même fait tilt dans ma tête, parce que c'est vrai que on ne parle pas du même type de pixels non plus pour les imprimantes, David. Voilà, tout à fait. Et je vais parler principalement donc des imprimantes jet d'encre.
Donc les imprimantes jet d'encre standard utilisent couleur, utilisent 4 encres, donc du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Et en fait, ça imprime en imprimant des micro-gouttelettes qui sont arrangées selon un motif. Voilà quelques exemples pour rendre des couleurs. Donc, ce sont toutes des micro-gouttelettes. Selon le nombre de micro-gouttelettes, leur densité et la combinaison, de loin, on perçoit donc des couleurs différentes. Alors maintenant, les imprimantes sont souvent, sont toujours en fait, comment dire, on les publicitairement, on cite un nombre de points par pouce, donc dpi. On dit que ce sont des imprimantes 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi, 2400 dpi. Alors là, il y a une absolument énorme différence par rapport à tout ce qu'on a vu avant. C'est qu'ici, en fait, ce sont des micro-gouttelettes dont on ne varie pas l'intensité, mais on varie la densité. Donc, c'est le nombre de gouttelettes qui va jouer sur les couleurs. D'ailleurs, je peux peut-être montrer une photo au microscope d'à quoi ça ressemble vu de près, réellement sur papier. Alors, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, on a une image, je sais pas, une photo sur Photoshop qu'on veut imprimer sur son imprimante jet d'encre, en fait, pour rendre un pixel sur l'écran d'une couleur particulière, il faut avoir un grand nombre de gouttelettes pour avoir cette couleur en particulier. Donc, il ne faut pas espérer pouvoir imprimer une photo en 300 dpi sur Photoshop, en 300 dpi et avoir un résultat impeccable. En fait, sur une imprimante jet d'encre grand public, ça n'a absolument aucun sens de vouloir imprimer une photo qui a une résolution sous Photoshop de plus de 180 à 200 pixels par pouce. Ici, je parle de pixels par pouce, même sur une imprimante qui a 2400 points par pouce, pour cette raison-là. Parce qu'il y a aussi, on imagine, un problème d'absorption du papier, de toutes sortes de l'aspect mécanique aussi de la projection d'encre, qui vont faire que finalement la définition ne sera pas meilleure pour autant, quoi. C'est ça? Tout à fait, mais même en utilisant des papiers spéciaux, en utilisant des encres de meilleure qualité, il y a une énorme différence. Maintenant, bon, il y a des imprimantes photoréalistes qui utilisent 7 encres au lieu de 4, ce qui permet d'avoir une plus grande variation de couleurs et en quelque sorte une plus grande résolution effective. Bon, je n'aborderai pas évidemment tout ce qui est l'impression professionnelle, parce que là c'est un domaine évidemment tout à fait différent, des technologies tout à fait différentes qui pourraient remplir plusieurs épisodes à elles seules. Oui, il y a différents types ici on a parlé que de l'imprimante jet d'encre parce que c'est la plus commune aujourd'hui pour faire de la couleur, c'est le moins cher aussi je pense sur le marché, parce qu'il y a des imprimantes à émulsion aussi, il y a des imprimantes laser, il y a toutes sortes de possibilités qui sont pas du tout grand public, qui sont plutôt destinées justement à des gens qui font du print et des choses comme ça. Là, c'était pas le but d'aborder ce sujet-là. C'était intéressant de voir la panoplie de pixels différente et la manière. Et donc du coup, on comprend mieux aussi comment il est difficile de rendre une image que l'on a filmée ou photographiée, que ce soit sur du papier ou sur un écran. Hein, David, les méthodes n'étant pas nécessairement les mêmes, forcément il y a des trous, il y a des passages qui ne se font pas, entre une technique et une autre. Sébastien, peut-être une question à approfondir. Non, moi je trouve franchement c'était. T'as vu, je pense que c'est le premier numéro où on enregistre où je ne dis rien. Et tu n'as pas dormi. Je n'ai pas dormi, non. Je trouve voilà. C'est assez intéressant à écouter. Donc non, j'ai pas beaucoup de questions. C'était répondu en temps réel. Et honnêtement, j'ai appris quelques trucs, donc je suis super content. Et donc c'est didactique aussi. Et pour ça, merci beaucoup, David. Merci pour ces explications très très précises. Et puis aussi de temps en temps, on l'a entendu, quelques précisions par rapport aux technologies aussi à Bangkok, puisqu'on sait maintenant comment la télévision se distribue
tribu aussi. C'était l'occasion d'en toucher un mot. Merci David. À très bientôt sans doute. Hein. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci également à Sébastien. Pour mes non-interventions. Pour tes non-interventions, mais en l'occurrence là, il n'y avait pas grand-chose à rajouter, donc c'est juste parfait. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à en poser également en commentaire. Sans doute que vous aurez l'occasion de revoir David à l'occasion de l'un ou l'autre hors-série. À très bientôt. Merci. Au revoir.